Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre ce journal sur LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique. Au sommet de l'actualité de ce jour, l'unité d'action syndicale déroule sa feuille de route pour contrecarrer l'application de l'IUTS sur les primes et indemnités des travailleurs. Une grève générale et des marches de protestation sont prévues dans les jours à venir. On voit tout cela dans un instant. En Guinée-Bissau, le nouveau gouvernement est officiellement installé dans ses fonctions. Le gouvernement du Premier ministre Nuno Gomes Nabiam entend s'attaquer aux plus urgents. L'éducation, la sécurité et les services sociaux sont ses priorités. Les détails dans un instant. Enfin, le culte des masques traditionnels en pays Boimou fera l'objet d'un gros plan dans ce journal. Ses origines, ses valeurs sociales et culturelles, vous en saurez plus tout à l'heure. Voici pour les titres de ce 20h. Merci de nous suivre. On ouvre ce journal avec cette triste information. 3 militaires burkinabés ont été tués ce mardi à Ban, dans la localité de Titao, au cours d'une embuscade à l'explosif. L'équipe victime assurait l'escorte d'une mission administrative sur Waiguya quand leur véhicule a sauté sur une mine artisanale. Selon des sources, 3 autres militaires ont été blessés dans cette explosion. Ils seraient évacués vers des centres de santé. Pour l'heure, aucune réaction officielle relative à l'incident n'est disponible. Et puis au Niger, un drone américain s'est écrasé le samedi dernier dans la région d'Agadez, a indiqué le commandement de l'armée américaine en Afrique sur Twitter ce lundi. Il évoque des raisons de panne mécanique. C'est le deuxième drone américain qui s'abîme au Niger, un pays confronté aux attaques terroristes meurtrières. Washington a commencé à faire voler ses drones depuis l'aéroport de Niamey pour notamment fournir un soutien aux renseignements des forces françaises engagées à partir de janvier 2013 contre les groupes islamistes qui avaient pris le contrôle du nord au Mali, puis dans le cadre de la lutte anti-djihadiste en général. L'application de l'IUTS, l'impôt unique sur les traitements des salaires, sur les primes et indemnités des travailleurs, continue de faire des gorges chaudes du côté des syndicalistes. Ce matin encore, l'unité d'action syndicale était face à la presse pour dénoncer ces mesures. Et pour se faire entendre, elle envisage mener un bras de fer à l'endroit du gouvernement. Clara Monessou et Constantin Sieda étaient présents à ce point de presse. Suivez plutôt. L'UAS, l'unité d'action syndicale, reste intransigeante quant à l'application de l'IUTS, l'impôt unique sur les traitements et salaires, de même que sur les primes et indemnités. Elle réclame sa suppression pure et simple vis-à-vis de tous les agents du public, du parapublic comme du privé. Ce mardi, son porte-parole Bassolman Bazier l'a une fois de plus clamé à la Bourse du Travail. Les actions de l'UAS seront donc maintenues sur l'ensemble du territoire burkinabé. Il ajoute que si le gouvernement ne réagit pas, l'unité d'action syndicale entamera une grève générale allant du 16 au 20 mars. Ces actions visent à exiger du gouvernement, premièrement, l'arrêt des mesures de baisse du pouvoir d'achat et amélioration de celui-ci en rapport avec le coût de la vie. Deuxièmement, l'arrêt du pillage des ressources nationales. Troisièmement, l'arrêt des atteintes aux libertés démocratiques et syndicales. Quatrièmement, la garantie du droit à la sécurité des populations. Cinquièmement, le respect et la mise en œuvre des différents engagements pris par le gouvernement vis-à-vis des syndicats des travailleurs. Cette plateforme est juste et appropriée parce qu'au-delà de l'UTS, le pouvoir du MPP cherche à reléguer au second plan les questions essentielles en lien avec la faillite de sa gestion. L'UAS pointe aussi du doigt la Banque mondiale et le FMI. Elle affirme que ces derniers imposent à l'État burkinabé la diminution de la masse salariale. L'UTS serait donc l'un des moyens utilisés par le gouvernement pour répondre aux injonctions de ces organismes. Et la diminution quand même de ces salaires va aller par quoi? D'abord, ça c'est pas un secret. Nous avons des documents qui sont là, où effectivement le FMI demande purement et simplement qu'on supprime des postes comme les postes de chauffeur dans la fonction publique, les postes d'agent de liaison dans la fonction publique. Parce que tout simplement on dit, étant un cadre, normalement, si tu dois quand même être comme directeur de pôle, tu dois quand même minimum avoir le permis. Donc pour cela, on va demander quand même au niveau de l'administration publique que les directeurs, les DG et autres là, puissent se conduire quand même eux-mêmes. Ensuite, la question des agents de liaison. Là-bas on dit clairement, actuellement avec la question des NTIC, il n'y a plus lieu encore qu'on puisse recruter des agents de liaison. Et même ceux qui sont là, il faut travailler quand même à les remercier. Voilà, pour effectivement diminuer quand même cette masse salariale. Donc ça veut dire quoi? Si effectivement, nous on se laisse aller sur cette question du TS, c'est un début
on va aller à la fin. Et cette fin maintenant sera quoi? Naturellement, la suppression de certains postes. Selon l'UAS, l'application de façon unilatérale de l'IUTS est contraire à l'esprit du dialogue social. Elle est donc prête à prendre ses responsabilités. Le gouvernement veut désormais procéder à une étude d'impact avant l'adoption et l'application de toutes sortes de lois afin de garantir la cohésion sociale et maintenir l'unité nationale. C'est ce qu'il faut retenir de la traditionnelle rentrée parlementaire du gouvernement qui s'est tenue hier. Une décision qui vient en réponse aux nombreuses contestations qui émaillent la sphère sociopolitique du pays. Achille Ouedraogo, Ahmed Nanima, compte rendu. 2 thématiques sont abordées au cours de la conférence publique qui a lieu ici dans cette salle du Conseil burkinabé des chargeurs. La première concerne le droit et les conflits sociaux au Burkina et la seconde, quant à elle, fait cas de l'introduction des études d'impact dans la procédure législative du Burkina. Face aux différents mouvements sociaux que connaît ces temps-ci le pays, le gouvernement veut désormais n'adopter et n'appliquer que des lois justes et équitables en vue de promouvoir le vivre ensemble. Et donc, énormément de lois d'enjeux importants seront discutées durant cette assemblée-là, mais nous souhaitons effectivement que les réflexions que nous avons menées ici puissent être relayées dans le cadre d'autres cadres et que ces questions, M. Koulibaly a parlé du règlement, qui est l'élément de base de notre assemblée. Et lui, il estime qu'il faut sur ça une loi organique qui définit. Donc, il y a des réflexions qui doivent être menées pour aboutir à des réponses à ce niveau-là. Pour aboutir à l'adoption et l'application de lois qui ne soient sujets de rejet par la majorité des populations, l'expert dans les questions parlementaires recommande une étude d'impact de ces lois. Mais si déjà la loi porte en elle les germes de conflits sociaux, si la loi porte en elle des imperfections majeures dont les effets ne seront connus que tard, qu'est-ce que l'on peut faire? C'est pourquoi une étude d'impact préalable à l'adoption de la loi est nécessaire. Quant à la problématique de l'application de l'UTS au Burkina Faso, l'expert conseille le maintien du dialogue social. Le gouvernement dit que jusque-là, il a différé l'application de cette loi jusqu'à ce jour et qu'il est difficile de continuer à différer. Donc véritablement, je suis à l'embarras de vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. C'est encore le dialogue social qu'il faut continuer à maintenir avec effectivement les travailleurs, avec l'ensemble des groupes sociaux du pays. La loi dans son application devrait permettre de mieux vivre ensemble. Cependant, certaines lois mises en place posent problème, menaçant ainsi la cohésion sociale. C'est dans ces propos qu'a mis fin à la présente conférence publique le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement. Le président de l'Assemblée nationale est allé ce mardi matin à la rencontre de la Fédération des associations islamiques du Burkina Faso. Alassane Bala Sakandé a, lors de cette visite, salué l'important rôle que jouent les religieux dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Il a par la même occasion présenté ses vœux à la communauté musulmane. Ahmed Nanema pour les détails. Conscient du précieux rôle que jouent les religieux dans la sensibilisation à la bonne conduite, à la culture de l'amour du prochain et du respect des autorités, le président de l'Assemblée nationale effectue une visite à la Fédération des associations islamiques du Burkina Faso. Que ce soit les musulmans, les chrétiens, les détenteurs du pouvoir traditionnel, ils aident la République à la conscientisation des masses populaires, ils aident la République à faire en sorte que les populations puissent toujours disposer de la bonne nouvelle. Et vous savez, pour ceux qui vont à l'église, dans les temples ou dans les mosquées, il y a souvent ces prêches. Et ces prêches, ça va dans le sens de la moralisation, dans le sens de la conscientisation des Burkinabés en général. L'occasion faisant le larron, l'hôte de la FEB saisit cette opportunité pour leur prodiguer quelques conseils. À travers la fêtière, on travaille quand il y a souvent des petites difficultés, soit des problèmes de mosquée, soit des problèmes de structure. Il nous a donné des conseils en ce sens, de travailler en sorte que souvent ces difficultés qui traversent souvent notre milieu, on puisse trouver des solutions sans passer par les médias, sans aussi donner beaucoup de tollé à certains problèmes, souvent qui nous échappent. Le chef de l'hémicycle profite de cette visite de courtoisie à la FEB pour présenter ses meilleurs vœux à toute la communauté musulmane. Donc pour nous,
venir ce matin à la Fédération des associations islamiques, c'est aussi leur reconnaître cela. Et donc, il n'y a pas de feu dans la maison. C'est une visite de retour, une visite de courtoisie et profiter de cette occasion, présenter à tout le monde musulman, à toute la communauté musulmane, tous nos vœux de nouvelles. La FEB s'est dite très honorée de ce geste du président de l'Assemblée nationale qui leur va droit au cœur. Au nom de tous les musulmans du Burkina Faso, c'est un honneur pour nous qu'on reçoit le président de l'Assemblée, qui est le président de la deuxième personnalité de l'État. Il veut nous souhaiter bonne année, on a échangé, c'est une visite de courtoisie. Et ça aussi, notre religion nous recommande d'adorer le Seigneur et obéir à nos autorités. Et ça nous va droit au cœur de son passage. La Fédération des associations islamiques du Burkina regroupe plus de 200 associations. En Guinée-Bissau, le gouvernement du Premier ministre Nuno Gomes Nabiam, nommé par Umaru Sissoko Embalo, a été investi hier. Un gouvernement composé de 19 ministres et de 13 secrétaires d'État. Le Premier ministre nouvellement nommé entend axer ses priorités sur la sécurité, l'éducation et les services sociaux, bien qu'aucun ministre n'a été nommé au portefeuille de la santé. Un gouvernement très contesté notamment par la CEDEAO, qui a indiqué qu'elle refusait de reconnaître des organes créés et installés en dehors des cadres constitutionnels et légaux. L'organisation ouest-africaine appelle à mettre fin à l'anarchie dans le pays et s'inquiète de l'immixtion des forces de défense et de sécurité dans la sphère politique. Cette cérémonie d'investiture est donc une fin de non-recevoir adressée à ses détracteurs par Umaru Sissoko Embalo. Les nouveaux ministres devraient s'installer ce mardi même au palais du gouvernement, toujours contrôlé par les militaires. Au Togo, la Cour constitutionnelle confirme la réélection de Faure Esozimna Gnassingbé à la tête du pays. Le chef de l'État sortant obtient, après redressement des suffrages, un score de 70,78% des voix contre 19,45% pour l'ancien Premier ministre Agbeyome Kodjo. Ce dernier avait demandé l'annulation de l'élection dans plusieurs préfectures et sa reprise pour cause de bourrage d'urnes, d'usage de bulletins prévotés, de fraude et d'usage abusif des votes par procuration. Même si ces recours ont été jugés recevables, ils ont été rejetés par les juges de la Cour constitutionnelle. Au regard des dispositions de la Constitution togolaise, Faure Gnassingbé a été déclaré gagnant pour avoir obtenu la majorité absolue des suffrages dès le premier tour des élections. Quelques heures après la proclamation officielle des résultats définitifs, le vainqueur du scrutin n'a pas tardé à réagir. Pour Faure Gnassingbé, la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle en ce jour par la Cour constitutionnelle marque l'aboutissement d'un processus électoral démocratique, libre, inclusif et transparent. Dans son message, il a exprimé sa satisfaction au peuple togolais pour la confiance renouvelée. Dédougou, ville culturelle, accueille en ce moment la 15e édition du Festima, le Festival international des masques et des arts. Chez les Boaba, autochtones de la ville, comme chez plusieurs autres ethnies du Burkina, le rôle du masque est primordial pour le bien-être de la société. Le langage ésotérique des masques n'étant pas accessible à tous, Gilda Sida et Bachirou Sawadogo sont allés à la rencontre du chef de Dédougou. Explication dans cet élément. Il est le chef de la cité du Bankui et des villages rattachés. Membre de la société des masques, le Massa de Dédougou est même, selon la tradition, le propriétaire des masques de son ressort territorial. C'est le village de Dédougou qui détient la chefferie. C'est ce village-là. Et pratiquement la famille aussi, parce que même dans le village, ce n'est pas tout le monde qui peut être chef. C'est la famille qui détient la chefferie, qui désigne le chef. Et ce chef, une fois désigné, est présenté à l'ensemble de la population. À chaque sortie, les masques viennent lui faire allégeance. Ceux venus du village de Sodien reçoivent ici sa bénédiction. Les masques qui relèvent du pouvoir traditionnel de Dédougou sont de deux grands ordres. Bon. Les masques, traditionnellement, les masques, c'est les enfants du Do. Ce que nous on appelle Do, là, c'est notre religion, c'est la religion traditionnelle. Selon les localités, ça peut changer d'appellation. Le Do, il y en a qui disent le Komon, il y en a qui disent le Vaudou. Bon, ça change, mais le Do, là, c'est notre religion par rapport au christianisme, par rapport à l'islam. Et le Do, chez nous, a deux enfants. Les deux enfants du Do, c'est les deux masques
en feuilles ou en fibres. C'est comme dans les autres religions, les régions qu'on dit révélées là, ils ont leurs prophètes. Le masque est divisé en deux, pourquoi? Il y a un masque qui est périn, pratiquement périn, c'est-à-dire que toute l'année, à tout moment, quand le besoin se fait sentir, il est là. C'est celui qui est en fibre là. Mais le masque en feuille, à partir du mois de mai-juin, quand on va aller dans les travaux champêtres, lui il disparaît. Il n'existe plus. Bon, il existe, mais il ne se manifeste plus. Alors que les hommes peuvent avoir des problèmes à tout moment. C'est pourquoi à tout moment, le masque en fibre aussi peut venir pour régler un problème social. Voilà. Donc le rôle du masque est très important dans nos sociétés. Il est médiateur, il est juge et il est intercesseur. Mais au vu de leur pouvoir mystique, pourquoi les masques ne constituent pas un rempart contre le terrorisme? Du point de vue sécurité, les masques devraient pouvoir apporter beaucoup de choses. Dans nos traditions, quand les traditions étaient en vigueur, quand ça marchait, vous ne pourrez jamais voir quelqu'un mourir dans un masque. Même si vous prenez votre fusil, vous tirez sur un masque, vous avez perdu votre temps. C'était comme ça, tout moment. C'est pourquoi à tout moment, le masque en fibre aussi peut venir pour régler un problème social. Voilà. Donc le rôle du masque est très important dans nos sociétés. Il est médiateur, il est juge et il est intercesseur. Mais au vu de leur pouvoir mystique, pourquoi les masques ne constituent pas un rempart contre le terrorisme? Du point de vue sécurité, les masques devraient pouvoir apporter beaucoup de choses. Dans nos traditions, quand les traditions étaient en vigueur, quand ça marchait, vous ne pourrez jamais voir quelqu'un mourir dans un masque. Même si vous prenez votre fusil, vous tirez sur un masque, vous avez perdu votre temps. C'était comme ça. Donc ça veut dire que c'est la garantie même de la sécurité. Vous prenez n'importe quoi contre un masque, vous perdez votre temps. Donc c'est à partir de là aussi que nos parents fondaient leur défense. Il y a des sacrifices à faire avant d'aller au combat. On peut mourir, mais on a quand même une certaine protection qui vous permet d'affronter l'adversaire. Bon, mais disons qu'aujourd'hui, on a faibli dans beaucoup de choses. La foi même a baissé, l'intensité de la foi. C'est dû simplement à un mélange d'idées. L'homme est plus ou moins ballotté par beaucoup d'idées. Par exemple, même le responsable du dos, quand il fait ses sacrifices, il n'est pas concentré parce qu'il a entendu autre chose. On lui a parlé de Jésus-Christ, on lui a parlé de Mohamed. Donc en faisant son sacrifice de dos, là, il pense à Jésus. Donc il n'est même pas concentré sur son dos. Alors qu'avant, il ne connaissait pas Jésus, il ne connaissait pas Mohamed. Pour le Massa, un véritable retour aux sources va permettre aux Burkinabés de combattre victorieusement leur ennemi et retrouver la quiétude d'antan. Et pour cela, il faut l'union et l'honnêteté. En rappel, le chef de Dédougou a été intronisé en 2004. Il porte le titre de Massa, qui est l'appellation désormais réservée au chef de la région de la boucle du Moun. Le Festival 15 est aussi une foire ouverte au public où se mêlent gastronomie et produits divers et locaux. Nos envoyés spéciaux Gildas de Bachirou Sawadogo nous font un gros plan sur ce marché festivalier. Suivez plutôt. C'est l'heure où la foire du Festina renforce son animation. Les festivaliers se font de plus en plus nombreux. Dans les dédales du site, les populations déambulent. Là, les visiteurs sont présents. Certains sont venus de très loin. Nous venons du Japon. Un de nos amis nous a informé il y a quelques années qu'il se tient un festival de masques au Burkina chaque 2 ans. Nous sommes donc venus cette année pour prendre part. Nous espérons voir les masques danser et cela nous plaît. Là, nous sommes venus à la foire pour goûter aux spécialités locales. J'ai pu avoir du miel et d'autres produits qui sont délicieux. J'ai beaucoup apprécié. Ici,
on trouve divers produits. Événementiel, les tableaux de mariage, les tableaux d'anniversaire. Et nous faisons les portraits aussi. Et les portraits, même si quelqu'un envoie sa photo, on peut faire son portrait. Donc actuellement, nous avons le portrait de Thomas Sankara, Che Guevara, Nelson Mandela et autres. Ce qui est intéressant chez nous, par exemple, les tableaux de mariage, d'anniversaire, on peut personnaliser sur place. Des médicaments traditionnels à la lingerie, en passant par les chaussures et l'art vestimentaire. Et pourtant, les exposants font encore grise mine. Le marché pour le moment, ça va pas. Hein? Pour le moment, ça va pas. Bon, ça, c'est des bassins. On vend des pains 8500. Bon, le C, là, c'est des borlas, 7000 francs. Bon, les chemises, c'est 7500. On espère que ça va aller crescendo, ça va monter, ça va augmenter. Voilà, c'est notre espoir vraiment. La foire de la 15e édition du Festiman est l'un des lieux les plus privilégiés par les festivaliers d'ici et d'ailleurs. Preuve qu'en plus d'engranger le savoir culturel issu de la société des masques, il faut aussi engranger de quoi subsister au jour le jour. En Éthiopie, 13 bénévoles et professionnels canadiens de la santé sont placés en détention provisoire. Ils sont accusés par les autorités du pays de n'avoir pas observé toutes les règles en matière de pratiques médicinales. À en croire les autorités éthiopiennes, les mises en cause se sont rendus coupables de la distribution de médicaments périmés et d'avoir offert des services médicaux sans autorisation. Des accusations rejetées par l'ONG canadienne Humanitarian qui emploie les accusés. Ces derniers sont détenus à Gondar, une ville située à près de 600 km d'Addis Abeba, la capitale. Alors que la détention provisoire des personnes interpellées est censée durer 2 semaines, la diplomatie canadienne s'est rassurée de la coopération et de l'ouverture de l'Éthiopie qui a permis un accès aux détenus. Elle espère toutefois que le gouvernement éthiopien n'interviendra pas ou n'empêchera pas une éventuelle enquête policière. Les choses se précisent en Israël. Selon les premiers sondages des élections législatives, le bloc rassemblé autour du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou obtiendrait 59 sièges face à son rival, l'ex-chef d'état-major Benny Gantz. Après 2 élections infructueuses et une triple inculpation pour corruption, l'indéboulonnable premier ministre semble avoir réussi une énième comeback. Il ne lui en manquerait que 2 sièges pour former un nouveau gouvernement que les voix des soldats comptés en dernier ou des défections dans le camp adverse pourraient lui donner. Les résultats définitifs ne seront connus que jeudi. Il reste que le Likud, parti au pouvoir, est le grand gagnant de ce 3e scrutin puisqu'il obtient 2 sièges de plus que lors des élections d'avril 2019. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, même heure. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programme sur LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique.